Mon ex-fiancé a ri quand la réceptionniste a scanné mon invitation. Puis son visage est devenu blême. Pendant une seconde, j'ai pensé que le scanner avait peut-être mal fonctionné. Les événements d'entreprise sont pleins de petits pépins, des codes QR qui ne marchent pas, des listes d'invités incorrectes, des badges oubliés. Mais ce n'était pas ça. La jeune femme derrière le bureau d'accueil a fixé son écran, a cligné des yeux 2 fois, puis m'a regardé directement. Juste un moment, madame. Le sourire a disparu de son visage. Elle a attrapé un téléphone. À quelques mètres de là, mon ex-fiancé, Grégoire Dubois, a laissé échapper un petit rire. Je te l'avais dit, a-t-il dit à la femme qui se tenait à côté de lui. Léa a toujours eu le don des entrées spectaculaires. Sandrine a ri. Cela m'a fait plus mal que le commentaire de Grégoire. Sandrine Moreau avait été ma meilleure amie pendant plus de 30 ans. Nous avions survécu aux permanentes ratées des années 80, aux années de foot de nos enfants, au vieillissement de nos parents, au licenciement, au divorce de nos amis, et à toutes les autres bosses que la vie jette sur le chemin des gens. Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, elle se tenait à côté de l'homme qu'elle avait aidé à me voler. La réceptionniste a parlé doucement dans le téléphone. Quelques secondes plus tard, elle a levé les yeux, ses yeux se sont écarquillés. Puis elle a prononcé les mots qui ont changé l'atmosphère de tout le hall. Monsieur, elle est là. J'ai suivi son regard. Près de l'entrée de la salle de bal se tenait Henri Blanchard, président de Blanchard Industrial Holdings, l'homme responsable de l'une des plus grandes fusions industrielles du nord de la France cette année-là. Il a immédiatement commencé à marcher vers nous, rapidement. Le sourire a disparu du visage de Grégoire. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» a-t-il marmonné. Je n'ai pas dit un mot parce que, honnêtement, je n'étais pas complètement sûr de ce qui se passait non plus. Henri nous a rejoints et a tendu les 2 mains. Léa Fournier, son visage s'est illuminé. La réceptionniste a semblé soulagée. Plusieurs cadres à proximité se sont retournés pour nous regarder. Grégoire regardait Henri, puis moi, puis de nouveau Henri. La bouche de Sandrine est littéralement tombée. Henri a continué, « Votre place est prête. Tout le monde est impatient de vous rencontrer enfin. » Puis il a baissé légèrement la voix. Cela m'a fait sourire. Je me doutais bien qu'il serait en avance. Henri a ri. Il est ici depuis 16 heures. Cela ressemblait tout à fait à Robert Germain. Le vieil homme arrivait en avance à tout, les dîners de paroisse, les réunions du conseil d'administration, les parties de pêche, les enterrements. Si un événement commençait à 18 heures, Robert était là à 16h30. Henri a posé une main légère sur mon épaule. Venez. Alors que nous nous dirigions vers la salle de bal, Grégoire s'est avancé. Excusez-moi. Henri s'est arrêté. Grégoire a redressé la veste de son costume coûteux. Je suis Grégoire Dubois, vice-président senior chez Horizon Logistique. Henri a hoché la tête poliment. Je sais qui vous êtes. Grégoire a souri. Puis Henri a ajouté, nous écouterons votre présentation demain matin. Le sourire de Grégoire s'est légèrement estompé. Bien. Henri s'est retourné vers moi. Léa, entrons. Et juste comme ça, Grégoire a été congédié. Pas grossièrement, pas de façon spectaculaire, simplement ignoré, ce qui semblait en quelque sorte pire. Tandis qu'Henri me guidait vers la salle de bal, je pouvais pratiquement sentir Grégoire et Sandrine me dévisager dans le dos. La salle de bal elle-même était magnifique. Des lustres en cristal, des tables aux nappes blanches, de grands écrans montrant les jalons de l'entreprise, des serveurs transportant des plateaux de vin et d'amuse-gueule, le genre d'événement qui célèbre le succès tout en rappelant discrètement à chacun qui est important. Il y a 3 ans, j'aurais été parfaitement à ma place. À l'époque, j'étais directrice marketing et je vivais à Versailles. À l'époque, Grégoire et moi étions fiancés. À l'époque, Sandrine était encore mon amie. C'est drôle comme la vie peut se réorganiser rapidement. Henri m'a conduite à une table près de la scène. Plusieurs personnes se sont levées à mon approche. J'ai reconnu quelques visages de réunions précédentes, d'autres que je ne connaissais que par des appels vidéo. Tout le monde m'a accueilli chaleureusement. Tout le monde sauf une personne, Robert Germain. Il est resté assis, a croisé les bras, m'a regardé en plissant les yeux, puis a dit « Vous êtes en retard ». J'ai regardé ma montre. Je suis arrivé avec 20 minutes d'avance.
Vous auriez dû arriver avec 30 minutes d'avance. J'ai ri. Toute la table a ri avec moi. Robert a finalement souri. À 72 ans, il avait toujours l'air de l'homme le plus coriace d'Île-de-France. Il avait passé des décennies à bâtir des entreprises industrielles avant de prendre sa retraite. 3 ans plus tôt, il avait changé ma vie, bien que personne dans cette salle ne connaisse cette histoire à part lui. Un serveur a apporté de l'eau pétillante. J'ai pris une gorgée. Mes mains étaient plus stables que je ne l'avais prévu, mais à l'intérieur, je sentais de vieilles blessures se réveiller. Revoir Grégoire et Sandrine ensemble avait rouvert des portes que j'avais passé des années à essayer de fermer. Non pas parce que Grégoire me manquait, ce n'était pas le cas. Ce chapitre était clos depuis longtemps. Ce qui persistait était quelque chose de plus difficile à expliquer, l'humiliation, la trahison, la façon dont toute ma vie s'était effondrée si rapidement après avoir découvert leur liaison. Parfois, les gens supposent qu'un chagrin d'amour consiste à perdre une relation. Pour moi, c'était perdre la certitude, perdre la confiance, perdre l'avenir que j'avais passé des années à planifier. Et me tenir dans cette salle de bal à raviver tous ces souvenirs plus que je ne l'avais prévu. Robert a semblé le remarquer. « Ça va ?» J'ai hoché la tête. Je réfléchis, c'est tout. Ce n'est jamais une activité sans risque, a-t-il dit. J'ai souri. Vous donnez toujours de terribles conseils. Gratuitement. Cela a provoqué un autre rire. La soirée s'est poursuivie. Les gens se sont mélangés. Les conversations ont coulé à flot. Les chefs d'entreprise se sont déplacés de table en table. Tout semblait normal jusqu'à ce que je remarque Grégoire debout près du fond de la salle. Il observait. Ne participant pas, juste observant. Sandrine se tenait à côté de lui. Ils essayaient clairement de comprendre pourquoi j'étais là. Plus important encore, pourquoi des gens avec une réelle influence semblaient s'intéresser à moi. J'ai presque eu pitié d'eux. Presque. La vérité était que si quelqu'un m'avait montré cette scène 3 ans plus tôt, je ne l'aurais pas cru non plus. Parce qu'il y a 3 ans, je n'étais pas assise à côté de présidents et de membres du conseil d'administration. Il y a 3 ans, j'étais assise seule dans ma cuisine, me demandant comment ma vie avait pu s'effondrer si complètement. Et si vous m'aviez dit à ce moment-là qu'un jour j'entrerais dans cette même salle de bal en tant qu'invité d'honneur, je vous aurais ri au nez. Parce que je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait après tout ce que Grégoire et Sandrine avaient fait. Aucune idée que les perdre me mènerait finalement quelque part qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Et aucune idée que ce soir n'était que le début. Ce qui est drôle avec la trahison, c'est que les gens ne voient que le moment où elle se produit. Ils ne voient pas tout ce qui l'a précédé. Ils ne voient pas les années de loyauté, les sacrifices, les compromis, les milliers de moments ordinaires qui vous ont fait croire que quelqu'un ne vous ferait jamais de mal. Alors que j'étais assise à cette table dans la salle de bal, observant Grégoire et Sandrine de l'autre côté de la salle, mon esprit est revenu 3 ans en arrière. À la vie que je pensais être permanente. À l'époque, j'avais 49 ans. Je vivais dans un confortable appartement à Versailles, à environ 40 minutes de Paris. Rien d'extraordinaire, 2 chambres, un petit balcon donnant sur un étang, assez d'espace pour moi et Grégoire. Nous étions ensemble depuis 7 ans, fiancés depuis presque 2. Comme beaucoup de couples de notre âge, nous avions tous les deux eu des relations précédentes. Nous ne courions plus après les contes de fées. Nous voulions la stabilité, le partenariat, quelqu'un avec qui vieillir. Du moins, c'est ce que je pensais que nous voulions tous les deux. Grégoire travaillait dans la gestion logistique. Il était ambitieux, parlant toujours de promotion, d'événements de réseautage et d'opportunités de direction. J'admirais cette ambition. Honnêtement, je l'ai soutenu plus que je n'aurais dû. Il y a eu d'innombrables nuits où Grégoire était assis à notre table de salle à manger à préparer des présentations pendant que je révisais chaque diapositive. Je corrigeais les fautes d'orthographe, suggérais des améliorations et réécrivais les sections qui semblaient faibles. Parfois, je restais éveillé jusqu'à plus de minuit pour l'aider à se préparer pour des réunions. Il m'embrassait sur le front et disait « Je ne pourrais pas faire ça sans toi ». À l'époque, je le croyais, parce que ça faisait du bien d'aider quelqu'un que l'on aime à réussir. Ma carrière se portait bien aussi. Je travaillais comme directrice marketing pour une entreprise industrielle régionale. Rien de glamour, mais j'aimais ça. J'avais une solide réputation et un revenu fiable. La vie semblait stable, prévisible, confortable.
Et Sandrine faisait partie de cette vie. Elle était mon amie la plus proche depuis nos 21 ans. Nous nous étions rencontrés en travaillant dans la vente au détail pendant nos études. Au fil des ans, nous avions célébré ensemble des mariages, des anniversaires, des promotions et des événements familiaux. Quand sa mère est décédée, j'étais là. Quand mon père est décédé, elle était assise à côté de moi à l'enterrement. C'est ce qui a rendu ce qui s'est passé ensuite si difficile. Ce n'était pas une trahison. C'était deux. Et elle venait des deux personnes en qui j'avais le plus confiance. J'ai découvert la liaison complètement par accident. C'était un jeudi après-midi en octobre. Pluvieux, froid, un de ces jours gris d'Île-de-France où l'obscurité arrive tôt. J'ai quitté le travail vers 15 heures parce qu'une réunion avec un client avait été annulée. J'ai décidé de surprendre Grégoire avec le dîner, rien de spécial, juste des plats à emporter de son restaurant italien préféré. Je me souviens avoir porté 2 sacs de nourriture dans l'immeuble. Je me souviens avoir cherché mes clés en équilibrant un plat de lasagne. Je me souviens m'être sentie heureuse. C'est la partie qui me reste encore. J'étais heureuse. Puis j'ai ouvert la porte. Au début, rien ne semblait inhabituel. La télévision était allumée. Une lampe était allumée. Quelqu'un riait. Puis j'ai entendu la voix de Sandrine. Pendant une fraction de seconde, j'ai supposé qu'elle était passée à l'improviste. Cela arrivait tout le temps. Puis je suis entré dans le salon, et ils étaient là. Ensemble. Pas en train de parler, pas assis à des extrémités opposées de la pièce ensemble. L'image s'est gravée instantanément dans ma mémoire. Le visage de Grégoire, le visage de Sandrine, le choc, la panique, la culpabilité, la réalisation qu'ils avaient été surpris. Personne n'a rien dit pendant plusieurs secondes. J'ai laissé tomber les sacs de plats à emporter. Un récipient s'est ouvert en tombant par terre. De la sauce marinara partout. C'est étrange ce que votre cerveau remarque pendant les moments traumatisants. Je me souviens à peine de ce que quiconque a dit, mais je me souviens de cette sauce renversée. Sandrine s'est levée la première. Léa. J'ai levé la main. Non. Grégoire a commencé à parler, essayant d'expliquer, essayant de minimiser, essayant de créer une version des événements qui semblait moins horrible. Je ne me souviens pas de ces mots exacts. Je ne me souviens clairement que d'une seule phrase. Sandrine m'a regardé et a dit doucement, « Nous ne voulions pas que tu l'apprennes de cette façon. » Comme s'il y avait une meilleure façon. Comme s'il y avait une version de tout ça qui n'était pas dévastatrice. Les semaines suivantes ont été comme si je me déplaçais dans un brouillard. Grégoire a déménagé presque immédiatement. Sandrine a disparu. Les amis communs ont commencé à choisir leur camp. Ce fut une autre surprise. Beaucoup de gens ont pris le parti de Grégoire, pas ouvertement, pas agressivement, mais subtilement. Ils continuaient à l'inviter à des événements, à répondre à ses appels, à prétendre que la situation n'était pas ce qu'elle était clairement. Certains ont même suggéré que je devrais passer à autre chose. Une femme m'a même dit, ces choses arrivent. J'ai voulu lui demander si elle ressentirait la même chose si cela lui arrivait. Au lieu de cela, j'ai simplement cessé de répondre à ses appels. Les dommages émotionnels étaient déjà assez graves. Les conséquences professionnelles sont venues plus tard. Ma performance au travail a souffert. Je ne pouvais pas me concentrer, pas dormir, pas penser clairement. J'ai fait des erreurs, manqué des délais, rien de catastrophique, juste assez pour me rappeler que je ne fonctionnais pas au mieux de mes capacités. Finalement, j'ai démissionné. Officiellement, c'était ma décision. Officieusement, je savais que j'avais besoin d'un nouveau départ. Au printemps suivant, j'avais vendu l'appartement. J'ai emménagé dans une maison plus petite près de Rambouillet, un quartier calme, des rues bordées d'arbres, des couples de retraités promenant leurs chiens tous les soirs, le genre d'endroit où personne ne posait beaucoup de questions. Pendant un certain temps, je suis resté principalement seul. Je faisais du travail de consultante, payais mes factures et essayais de me reconstruire. Certains jours étaient meilleurs que d'autres. Il y avait des matins où sortir du lit était un exploit. Je remettais tout en question, mon jugement, mon avenir, ma valeur. La confiance que j'avais mis des décennies à construire semblait avoir disparu du jour au lendemain. Puis, un mardi matin, tout a changé. Je prenais un café dans un restaurant appelé Chez Marie.
Rien d'extraordinaire, juste des œufs, du bacon et des habitués qui se connaissaient par leur nom. Je lisais mes emails quand quelqu'un s'est arrêté à côté de ma banquette. Léa Fournier? J'ai levé les yeux et j'ai failli laisser tomber mon café. Robert? Robert Germain a souri. Eh bien, vous avez l'air surprise. Je l'étais. La dernière fois que je l'avais vu, c'était des années auparavant par le biais d'une association professionnelle. Même à l'époque, il était déjà semi-retraité. Nous avons passé près de 2 heures à parler de la vie, des affaires, du vieillissement, des nouveaux départs. Finalement, il s'est penché en arrière et a dit quelque chose qui semblait ridicule. J'ai besoin d'aide. J'ai ri. Pourquoi faire? Une entreprise. Alors engager quelqu'un de plus jeune. Non, a-t-il dit en me montrant du doigt. J'ai besoin de quelqu'un qui sait comment résoudre les problèmes. J'ai secoué la tête. Je ne suis pas exactement au sommet de ma forme ces jours-ci. Bien. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Robert a souri. Les gens qui n'ont jamais échoué ne savent généralement pas comment réparer quoi que ce soit. Cette conversation a tout changé. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte. Je pensais qu'il m'offrait un petit projet de consultation, une distraction temporaire, quelque chose pour m'occuper l'esprit. Je n'avais aucune idée qu'il m'invitait dans un voyage qui allait complètement remodeler mon avenir, ou que la petite entreprise industrielle en difficulté qu'il voulait que j'aide à sauver deviendrait finalement la raison pour laquelle j'étais assise à l'une des tables les plus importantes de cette salle de bal. De retour dans le présent, j'ai regardé de l'autre côté de la salle et j'ai vu Grégoire me fixer à nouveau confus, méfiant, essayant désespérément de comprendre ce qui lui manquait. La vérité était simple. Il y a 3 ans, il pensait m'avoir laissé derrière lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que perdre tout m'avait forcé à construire quelque chose de entièrement nouveau. Et il était sur le point d'apprendre à quel point les choses avaient changé. À 20 heures, la salle de bal avait trouvé le rythme confortable que les événements d'entreprise semblent toujours adopter. Les gens dînaient. Les verres de vin tintaient. De vieux collègues échangeaient des histoires. Les cadres flottaient de table en table comme des politiciens dans une foire départementale. Pendant ce temps, Grégoire passait une soirée épouvantable. Je n'essayais pas de le surveiller, honnêtement. Mais il continuait à se rendre impossible à ignorer. Toutes les quelques minutes, je jetais un coup d'œil de l'autre côté de la pièce et le surprenais en train de regarder dans ma direction. Pas avec confiance, plus maintenant, mais avec curiosité et autre chose, de l'inquiétude. La première fissure est apparue lorsqu'un des cadres supérieurs de l'île s'est arrêté à notre table. Il s'appelait Michel Rousseau. J'avais travaillé avec lui à distance plusieurs fois au cours de l'année écoulée. Nous n'étions pas des amis proches, mais nous nous respections mutuellement. Michel m'a serré la main. Léa, ravi de vous voir enfin en personne. Vous aussi. Puis il a souri. Je dis aux gens depuis des mois que la moitié des réussites qu'ils célèbrent ce soir ont commencé avec vos recommandations. J'ai ri. C'est me donner trop de crédit. Non, ce n'est pas le cas. Il est passé à autre chose avant que je puisse argumenter. Mais j'ai remarqué que Grégoire observait tout l'échange. L'expression sur son visage était presque comique. Elle me rappelait quelqu'un qui essaie de résoudre un puzzle alors qu'il lui manque la moitié des pièces. Un peu plus tard, un autre cadre s'est approché. Puis un autre, et encore un autre. Rien de dramatique, juste des conversations, des présentations, des questions, le genre d'attention que Grégoire ne s'attendait clairement pas à ce que je reçoive. Sandrine semblait tout aussi confuse. À un moment donné, je l'ai vu murmurer quelque chose à l'oreille de Grégoire. Il a secoué la tête. Elle a froncé les sourcils. Ils ressemblaient tous les deux à des détectives travaillant sur une affaire qu'ils ne parvenaient pas à résoudre. Pour la première fois de la soirée, je me suis surprise à sourire. Non pas parce qu'ils étaient mal à l'aise, mais parce que la situation était vraiment drôle. Il y a 3 ans, ils étaient absolument certains de tout savoir sur moi. Maintenant, ils ne savaient même pas ce que je faisais dans la vie. La vie a parfois le sens de l'humour. Finalement, le dîner a été servi. Robert était assis à côté de moi, mangeant tranquillement du poulet rôti. À peu près à la moitié du repas, il s'est penché plus près. Plus que je ne l'espérais. Bien. J'ai pris une gorgée d'eau.
Vous savez que Grégoire essaie de comprendre ce qui se passe. Robert a souri. J'ai remarqué. Il a l'air confus. Il a de quoi. J'ai ri. Robert a pris une autre bouchée avant de reprendre la parole. Vous comptez le lui dire? Non. Pourquoi pas? J'ai regardé de l'autre côté de la pièce. Grégoire parlait à quelqu'un tout en jetant occasionnellement un coup d'œil dans notre direction. Parce que je ne lui dois aucune explication. Robert a hoché la tête avec approbation. Excellente réponse. Puis il a baissé la voix. D'ailleurs, demain expliquera bien assez de choses. C'était vrai. La présentation du conseil d'administration du lendemain matin allait révéler pas mal de choses, bien plus que ce que Grégoire attendait. La réalité était étonnamment simple. 3 ans plus tôt, quand Robert m'avait demandé de l'aide, l'entreprise était en difficulté. Pas en train de s'effondrer, mais en difficulté. Les commandes diminuaient. Les processus étaient obsolètes. Le moral des employés était terrible. Plusieurs concurrents plus importants tournaient autour comme des requins. La plupart des gens pensaient que l'entreprise serait finalement vendue en morceaux. Robert n'était pas d'accord. Moi non plus. Pendant les 3 années suivantes, nous avons travaillé et encore travaillé. Nous avons examiné les opérations, amélioré le marketing, noué des partenariats, modernisé les systèmes et nous sommes étendus sur de nouveaux marchés. Rien ne s'est fait du jour au lendemain. Pas de redressement miracle. Juste des milliers de petites améliorations accumulées et le genre de succès que personne ne remarque jusqu'à ce qu'il devienne impossible à ignorer. Finalement, le chiffre d'affaires s'est amélioré, puis la rentabilité, puis la croissance s'est accélérée. 1 an plus tard, de plus grandes entreprises ont commencé à s'y intéresser. 2 ans plus tard, les discussions sur l'acquisition ont commencé. La 3e année, l'entreprise était devenue l'une des opportunités industrielles les plus attractives de la région. Ce que presque personne ne savait, c'est que Robert avait insisté pour me rémunérer en partie avec des actions. Au début, j'avais résisté. Je voulais des honoraires de consultante, un revenu prévisible. Robert a refusé. Je veux que vous pensiez comme une propriétaire. Avec le recul, c'était l'une des décisions les plus intelligentes que quelqu'un ait jamais prises pour moi. Parce que lorsque la fusion a finalement eu lieu, ces actions sont devenues extrêmement précieuses. Pas de quoi devenir milliardaire, rien de tel, mais assez pour changer ma vie. Assez pour que je n'ai plus à m'inquiéter de la retraite. Assez pour que je puisse choisir des projets qui me tenaient à cœur. Assez pour que je me sente enfin à nouveau en sécurité. Et Grégoire n'en avait absolument aucune idée. Un éclat de rire soudain a interrompu mes pensées. Je me suis retourné pour voir Grégoire debout avec un groupe de cadres près du bar. L'un d'eux était un homme nommé David Poirier. J'avais rencontré David 2 fois, un type brillant, sympathique, le genre de cadre qui se souvient vraiment des noms des gens. Tandis que je regardais, David a jeté un coup d'œil vers notre table, puis il m'a fait un signe de la main. J'ai répondu par un signe. Un instant plus tard, j'ai vu Grégoire sourire avec confiance. Apparemment, il a supposé que le salut lui était destiné. Puis, David est passé directement devant Grégoire et s'est dirigé vers notre table. L'expression sur le visage de Grégoire était inestimable. David m'a serré la main. Léa, désolé de ne pas avoir eu l'occasion de discuter avec vous ce soir. Pas de problème. Il a fait un geste en direction de Grégoire. Votre assistant semble impatient de rencontrer tout le monde. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Mon assistant? David a froncé les sourcils. Le monsieur en costume bleu. Pendant 2 bonnes secondes, je n'ai pas pu parler. Puis j'ai éclaté de rire. Robert s'est mis à rire aussi. Quand j'ai finalement repris mon souffle, j'ai réussi à dire, croyez-moi, il n'est absolument pas mon assistant. David a eu l'air confus, puis embarrassé. Oh, mon Dieu. Ce n'est rien, ai-je dit. C'est peut-être la chose la plus drôle que j'ai entendue de toute l'année. Même Robert a essuyé des larmes de ses yeux. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Pendant des mois après, je rirai encore en m'en souvenant. La soirée s'est poursuivie. Les discours ont commencé. Des prix ont été remis. Des photos ont été prises. Tout semblait agréable et professionnel jusqu'à ce qu'Henri Blanchard monte sur scène.
La salle s'est immédiatement tue. Il a remercié les sponsors, reconnu les employés et discuté de la fusion. Puis il a fait une annonce. Demain matin, nous dévoilerons la feuille de route stratégique qui a guidé ce partenariat du concept à la réalisation. Des applaudissements polis ont suivi. Puis Henri a ajouté quelque chose d'inattendu. Une grande partie de cette feuille de route provient du travail effectué par une conseillère remarquable assise dans cette salle ce soir. J'ai senti des dizaines de têtes se tourner vers moi, y compris celle de Grégoire. Henri a souri. Nous en dirons plus demain. Les applaudissements se sont intensifiés. Je pouvais littéralement voir Grégoire traiter l'information, essayer de relier les points, essayer de comprendre pourquoi les gens n'arrêtaient pas de me regarder. Sandrine avait l'air mal à l'aise maintenant. Pas confuse, mal à l'aise. Cela a attiré mon attention car la confusion et l'inquiétude ne sont pas la même chose. Et pour la première fois de la soirée, j'ai commencé à me demander si Sandrine ne savait pas quelque chose que Grégoire ignorait. La réponse est arrivée 20 minutes plus tard. Je parlais avec une ancienne collègue quand une femme nommée Karine s'est approchée de moi. Karine avait travaillé dans mon ancienne entreprise il y a des années. Elle avait l'air nerveuse. « Léa, je peux vous dire quelque chose ? » « Bien sûr. » Karine a hésité, puis a dit doucement, « Grégoire utilise votre travail. » Je l'ai dévisagé. « Que voulez-vous dire ? » Il présente encore plusieurs de vos anciens cadres stratégiques comme les siens. Mon estomac s'est noué. Karine a continué, « Je pensais que vous le saviez. » Je ne savais pas. Il y fait référence tout le temps. Soudain, plusieurs choses se sont mises en place. De vieilles présentations, de vieux projets, de vieilles idées que j'avais développées des années plus tôt et des idées que Grégoire avait aidé à revoir, des idées qu'il revendiquait apparemment maintenant comme les siennes. Karine avait l'air mal à l'aise. Je suis désolé. J'ai hoché lentement la tête. Non, merci. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que la présentation de demain pourrait devenir beaucoup plus intéressante que quiconque ne s'y attendait. Surtout Grégoire. Il pensait toujours assister à une célébration d'entreprise. Il n'avait aucune idée qu'il se dirigeait tout droit vers la plus grosse erreur de sa carrière. J'ai à peine dormi cette nuit-là. Non pas parce que j'étais nerveuse, et non pas parce que je préparais un acte de vengeance élaboré. La vérité était beaucoup plus simple. La révélation de Karine m'avait troublé. J'ai passé la moitié de la nuit assise dans ma chambre d'hôtel avec vue sur le centre de Paris, ressassant de vieux souvenirs, de vieilles réunions, de vieilles présentations, de vieux projets, essayant de me souvenir exactement de ce à quoi Grégoire avait eu accès pendant ces années. Vers 1h du matin, j'ai finalement renoncé à dormir et je me suis fait une tasse de café avec la petite machine de la chambre. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la ville. Une partie de moi voulait ignorer tout ce que Karine avait dit. Aller de l'avant. Profiter du succès pour lequel j'avais travaillé si dur. Laisser le passé là où il devait être. Mais une autre partie de moi continuait à se poser la même question, combien de fois Grégoire s'était-il tenu devant des cadres et avait-il accepté le crédit pour un travail qui n'était pas le sien? Et combien d'opportunités ces idées volées avaient-elles contribué à créer? Au lever du soleil, je n'avais toujours pas de réponse. Mais je savais une chose. Si la vérité éclatait, ce ne serait pas parce que je cherchais la vengeance. Ce serait parce que Grégoire avait fait un choix. Le même genre de choix qu'il faisait depuis des années. Et les choix ont finalement des conséquences. À 8h30 ce matin-là, le centre de conférence était déjà animé. Les gens transportaient des tasses de café et des ordinateurs portables. Des groupes se formaient près des salles de présentation. Les cadres vérifiaient les horaires sur leur téléphone. L'atmosphère était différente de celle du gala, moins sociale, plus professionnelle. Je suis arrivé tôt, comme Robert le préférait toujours. Naturellement, il était déjà là, assis au premier rang, lisant des documents, l'air agacé par tous ceux qui n'étaient pas aussi préparés que lui. « Bonjour », ai-je dit. « Vous êtes en retard. » J'ai ri. « Ça commence dans 30 minutes. » Exactement. Certaines choses ne changent jamais. Henri nous a rejoints quelques minutes plus tard. Nous avons passé en revue l'ordre du jour du matin. Tout semblait simple. Puis Grégoire est entré dans la pièce. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Il a hésité. Puis, étonnamment, il s'est approché.
Sandrine n'était pas avec lui. Cela seul semblait inhabituel. Grégoire s'est arrêté à côté de ma chaise. Il avait l'air fatigué. La confiance que j'avais vue la veille était nettement plus faible. Léa. Grégoire. Un silence gênant a suivi. Finalement, il a dit, je ne savais pas que vous étiez devenu impliqué avec Blanchard. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas non plus. Sa mâchoire s'est légèrement crispée. C'est juste. J'espérais que nous pourrions parler un jour. À propos d'eux. Il a hésité. Cela m'a tout dit. Parce que les gens qui veulent sincèrement s'excuser savent généralement exactement ce qu'ils veulent dire. Les gens qui cherchent des informations, souvent, ne le savent pas. Nous avons tous les deux changé, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Une autre pause inconfortable. Puis quelqu'un l'a appelé de l'autre côté de la pièce. Grégoire a jeté un coup d'œil. Quand il m'a regardé de nouveau, j'ai pu voir de la frustration derrière ses yeux. Pas de la culpabilité, pas du regret et de la frustration, parce qu'il ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Quelques minutes plus tard, il est retourné à sa place. La présentation a commencé à 9 heures précises. La salle s'est remplie rapidement. Près de 200 participants, cadres, membres du conseil d'administration, investisseurs, chefs de service, le genre d'auditoire où les réputations peuvent se faire ou se défaire. Henri a ouvert la session. Puis plusieurs équipes ont présenté les résultats financiers et les plans d'intégration. Tout s'est déroulé sans accroc jusqu'au segment de Grégoire. Il est monté sur scène avec assurance, costume bleu, cravate parfaite, microphone sans fil soigneusement clipsé à sa veste. Le Grégoire que je me rappelais soigné, préparé, à l'aise devant une foule. Sa présentation portait sur la planification de la croissance stratégique, le développement de la chaîne d'approvisionnement, l'expansion du marché et les opportunités de partenariat. Pendant les premières minutes, tout semblait normal. Puis j'ai reconnu l'une des diapositives. Mon estomac s'est serré. Un schéma circulaire est apparu à l'écran. 6 catégories reliées par des flèches directionnelles, rétention des clients, partenariats régionaux, efficacité opérationnelle, confiance de la marque, développement de la main-d'œuvre, engagement communautaire. Je connaissais ce schéma parce que je l'avais créé 8 ans plus tôt à ma table de salle à manger, la veille d'une présentation importante à un client. Je me souviens encore d'avoir dessiné la première version sur un bloc-notes jaune. Grégoire a continué à parler avec confiance, avec aisance, comme si le travail lui appartenait entièrement. La diapositive suivante est apparue, puis une autre, et encore une autre. Chacune était directement tirée de concepts que j'avais développés des années auparavant. Pas identiques, légèrement mis à jour, affinés mais incontestablement les miens. Je n'étais pas en colère. Curieusement, je ressentais quelque chose de plus proche de la déception. Parce que maintenant je savais, sans l'ombre d'un doute, que Karine avait eu raison. Grégoire avait passé des années à se construire une crédibilité en utilisant les idées de quelqu'un d'autre. L'auditoire écoutait attentivement, prenant des notes, hochant la tête, impressionné. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Grégoire est devenu trop confiant. Il a commencé à discuter des origines du schéma, et c'est là que tout s'est effondré. Ce modèle stratégique, a-t-il dit, a été développé grâce à des années de recherche personnelle et d'expérience en leadership. Plusieurs personnes ont continué à prendre des notes, mais j'ai remarqué qu'Henri a jeté un coup d'œil dans ma direction. Puis Robert. Puis quelques autres cadres qui connaissaient la vérité. La salle n'avait pas changé, mais soudain l'atmosphère semblait différente. Grégoire a continué à parler, creusant plus profondément, revendiquant la paternité plus explicitement, aggravant la situation à chaque phrase. Quand il a terminé, des applaudissements ont rempli la salle. Puis Henri s'est levé. Merci, Grégoire. Grégoire a souri, soulagé, fier, certain d'avoir bien fait. Henri a attendu que les applaudissements s'estompent, puis a repris la parole. Avant de continuer, j'aimerais inviter quelqu'un d'autre sur scène. J'ai senti Robert me taper doucement sur le bras. C'est l'heure du spectacle. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Pas de peur, d'incertitude. Ce n'était pas prévu. Du moins, pas par moi. Henri a regardé directement vers mon siège. Léa Fournier, voulez-vous me rejoindre? La salle s'est retournée. Des centaines d'yeux.
Un silence complet. Je me suis levé lentement et j'ai marché vers la scène. L'expression de Grégoire a changé immédiatement, confusion, puis inquiétude, puis quelque chose de très proche de la panique. Henri m'a serré la main. Beaucoup d'entre vous connaissent Léa en tant que conseillère pour cette fusion. Une grande photo est apparue sur l'écran derrière nous. Puis une autre, et encore une autre. Des images d'usines de fabrication, de sessions de stratégie, d'événements communautaires, 3 ans de travail, 3 ans de progrès. Henri a continué, ce que moins de gens savent, c'est que Léa a aidé à concevoir une grande partie de la feuille de route stratégique qui a transformé Germain Manufacturing. Plusieurs des cadres discutés ce matin ont été initialement développés par Léa des années avant que cette fusion n'existe. La salle est devenue très silencieuse. J'ai vu le visage de Grégoire perdre ses couleurs. Henri n'avait pas fini. Une diapositive est apparue montrant des documents archivés, des présentations datées, des dossiers de projet, des rapports internes, chacun portant des horodatages et des registres de paternité. Mon nom apparaissait à plusieurs reprises. La preuve n'était pas spectaculaire. Elle n'en avait pas besoin. Les faits nécessitent rarement de la théâtralité. Un murmure s'est répandu dans l'auditoire. Les gens ont commencé à comparer les documents, à examiner les dates, à lire les détails. Puis Karine s'est levée de l'auditoire sans y être invitée. Elle dit la vérité. Un autre ancien collègue a pris la parole. Puis un autre. Des années d'observation silencieuse ont soudainement trouvé la lumière du jour. Pas de cris, pas de chaos. Juste des faits, l'un après l'autre. Grégoire est resté figé sur son siège. Sandrine, qui était entrée discrètement dans la pièce plus tôt, avait l'air absolument stupéfaite. Non pas parce qu'elle ne savait pas, parce qu'elle savait que tout le monde savait maintenant. Henri s'est finalement reculé. La salle est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis les applaudissements ont commencé. Faible au début, puis plus fort. Pas pour l'humiliation, pas pour la vengeance, pour la reconnaissance, pour la vérité. J'ai regardé Grégoire de l'autre côté de la salle. Pour la première fois depuis des années, il ne pouvait pas se cacher derrière la confiance ou le charme. Tout ce qui lui restait était la réalité. Et la réalité n'était pas de son côté. Alors que la session se terminait et que les gens commençaient à quitter leur siège, je pensais que l'histoire était terminée. J'avais tort. Parce que moins d'1 heure plus tard, Grégoire viendrait me chercher. Et ce qu'il demanderait ensuite serait plus difficile à répondre que tout ce qui s'était passé sur cette scène. Au moment où la présentation s'est terminée, j'étais épuisé. Pas physiquement, émotionnellement. Le genre d'épuisement qui s'installe dans vos os après des années à porter quelque chose de lourd et à le poser enfin. Les gens m'ont arrêté dans le couloir, membres du conseil d'administration, directeurs, anciens collègues. Certains voulaient me féliciter. D'autres voulaient s'excuser. Quelques-uns ont admis qu'ils auraient dû me soutenir des années auparavant. J'ai apprécié leur honnêteté, mais je n'étais pas intéressé à revivre de vieilles batailles. J'avais déjà passé assez d'années à le faire. Vers midi, je me suis éclipsé de la foule et j'ai trouvé un coin salon tranquille près d'un ensemble de grandes fenêtres donnant sur la Seine. La ville était magnifique sous le soleil. Les bateaux-mouches se déplaçaient lentement en dessous. Les gens se dépêchaient sur les trottoirs. La vie continuait, comme toujours. J'étais à la moitié d'une tasse de café quand j'ai entendu des pas s'approcher. Je n'ai pas eu besoin de lever les yeux. Je savais déjà qui c'était. Grégoire s'est arrêté à quelques mètres. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis il s'est assis en face de moi. Il avait l'air plus vieux que dans mes souvenirs. Pas de façon spectaculaire, juste fatigué, comme quelqu'un qui n'avait pas beaucoup dormi. On peut parler ? J'ai regardé par la fenêtre une seconde de plus avant de me tourner vers lui. Nous sommes en train de parler. Il a hoché lentement la tête. Pour une fois, il n'y avait pas de performance, pas de personnage de cadre soigné, pas de confiance soigneusement répétée. Juste un homme assis face aux conséquences de ses propres décisions. Je ne m'attendais pas à tout ça. Je sais. Il s'est frotté nerveusement les mains. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Une partie de moi voulait ressentir de la satisfaction, peut-être même du triomphe. Au lieu de cela, je me sentais surtout calme. Cela m'a surprise. 3 ans plus tôt, j'avais imaginé des dizaines de scénarios de vengeance, des disputes,
des confrontations, des discours parfaits, des moments où tout le monde comprendrait enfin ce qui s'était passé. La vie réelle s'est avérée différente. La victoire n'était pas de vaincre Grégoire. C'était de ne plus en avoir besoin. Après un long silence, il a finalement repris la parole. Vont-ils me retirer du projet? J'ai presque ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était une question si typique de Grégoire. Pas, comment vas-tu? Pas, je suis désolé. Pas, je t'ai fait du mal. Sa première préoccupation était toujours sa carrière. Je ne sais pas. Il a baissé les yeux. Henri ne répond même plus à mes appels. Je n'ai rien dit. Grégoire a dégluti. Puis est venue la phrase que je ne m'attendais jamais à entendre. J'ai besoin de ton aide. La voilà. La raison pour laquelle il était venu. Pas la réconciliation, pas la clôture. De l'aide. Il s'est légèrement penché en avant. Tu as de l'influence maintenant. Les mots flottaient dans l'air entre nous. De l'influence. Il y a 3 ans, Grégoire croyait que l'influence appartenait exclusivement à des gens comme lui, des gens avec des titres, des bureaux d'angle, des places de parking de direction. Maintenant, il demandait une faveur à la femme qu'il avait autrefois méprisée. L'ironie ne nous a échappé à aucun de nous deux. Tu penses que je devrais intervenir, ai-je demandé. Je pense, il s'est arrêté, puis a recommencé. Je pense que tu pourrais peut-être expliquer les choses. Expliquer quoi? Que ce n'était pas intentionnel? Je l'ai regardé fixement pendant plusieurs secondes. Je ne savais vraiment pas comment répondre. Pas intentionnel. Il avait utilisé mon travail pendant des années de manière répétée, publique, professionnelle. La preuve n'était pas ambiguë, et au fond de lui, il le savait. Ses yeux me le disaient. Finalement, j'ai posé la question qui comptait. Grégoire, si personne ne l'avait découvert, l'aurais-tu dit à quelqu'un? Ses épaules se sont affaissées. Le silence a répondu pour lui. J'ai hoché lentement la tête. C'est ce que je pensais. Pour la première fois, il a eu l'air sincèrement honteux. Pas embarrassé, honteux. Il y a une différence. L'embarras concerne la façon dont les autres vous voient. La honte concerne la façon dont vous vous voyez vous-même. Du moins, c'est ce que j'ai appris. Il a regardé vers la fenêtre. J'ai été stupide. Oui. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas grave. Les gens font ça. Je ne pensais pas. Non, ai-je dit doucement. Tu n'as pas pensé. Un autre long silence a suivi. Puis il m'a surprise. Je suis désolé, Léa. Les mots sont sortis doucement, sans excuse, sans condition, sans essayer de rejeter la faute. Juste 4 mots simples. Je suis désolé, Léa. Il y a 3 ans, j'aurais donné presque n'importe quoi pour les entendre. Maintenant, ils atterrissaient différemment. Non pas parce qu'ils n'avaient pas d'importance, mais parce que j'avais déjà guéri sans eux. Et guérir sans excuse vous apprend quelque chose d'important, la clôture ne vient pas toujours de la personne qui vous a blessé. Parfois, elle vient de la décision d'aller de l'avant quand même. Grégoire m'a regardé, attendant, espérant, croyant peut-être que ses excuses changeraient tout. Ce ne fut pas le cas. Mais je les ai appréciées. J'accepte tes excuses. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Vraiment? Oui. Un soupçon de soulagement a traversé son visage. Puis j'ai continué, mais je ne vais pas intervenir. Le soulagement a immédiatement disparu. Je n'ai pas été cruel à ce sujet. Je n'étais pas en colère. J'ai simplement dit la vérité. Ta situation n'est pas quelque chose que j'ai créé. Il a baissé les yeux. Je sais. Tu as fait des choix. Je sais. Et maintenant d'autres personnes feront les leurs. Il a hoché lentement la tête. Il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Finalement, il s'est levé. Pendant un moment, il a semblé incertain de savoir s'il devait me serrer la main. Puis il a simplement dit, « J'espère que tu es heureuse. » J'ai souri. Pas le sourire triomphant qu'il attendait probablement. Juste un sourire honnête. Je le suis. Et pour la première fois, je le pensais vraiment. Grégoire est parti sans un autre mot.
Je l'ai regardé disparaître au coin du couloir. Puis j'ai fini mon café. Ce fut la dernière conversation privée que nous ayons jamais eue. Au cours des mois suivants, j'ai eu des nouvelles occasionnelles par des contacts communs. Grégoire a perdu son poste. Pas immédiatement, mais progressivement. La confiance, une fois endommagée, est difficile à reconstruire, surtout en matière de leadership. Sandrine est restée avec lui pendant un certain temps, puis elle est partie. Apparemment, les relations construites sur la trahison ne sont pas toujours bâties sur des fondations stables. Qui aurait pu le deviner? Quant à moi, la vie a continué. La fusion a réussi. L'entreprise s'est développée. Je suis restée impliquée en tant que conseillère, non pas parce que j'avais besoin de l'argent, mais parce que j'aimais sincèrement le travail. J'ai aussi passé plus de temps avec ma famille, j'ai voyagé occasionnellement et j'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme local de mentorat d'entreprise à Rambouillet. Assez curieusement, aider les gens est devenu plus gratifiant que de prouver que les gens avaient tort. Robert aimait me le rappeler. Environ 6 mois après la conférence, nous déjeunions quand il a pointé sa fourchette vers moi et a dit « Tu sais pourquoi tu es plus heureuse maintenant ?» J'ai levé les yeux au ciel. Ça y est, c'est reparti. Tu as arrêté de mesurer ta vie par rapport à la leur. Pour une fois, il avait raison. La plus grande vengeance n'était pas de démasquer Grégoire. Ce n'était pas de voir Sandrine s'en aller. Ce n'était pas d'entendre les gens reconnaître enfin la vérité. La plus grande vengeance était de reconstruire une vie qui ne tournait plus autour de ce que j'avais perdu. Pendant longtemps, j'ai pensé que mon histoire était une histoire de trahison. Maintenant, je pense qu'elle parlait de reconstruction, de découvrir que les fins créent parfois de la place pour de meilleurs commencements. Et c'est peut-être la leçon que j'espère que quelqu'un qui écoute aujourd'hui retiendra. Si vous avez déjà été trahi, sous-estimé ou laissé pour compte, ne passez pas votre vie à attendre que la justice arrive selon votre calendrier. Concentrez-vous plutôt sur la construction de quelque chose de significatif. Parfois, le résultat le plus satisfaisant n'est pas de voir quelqu'un d'autre tomber. C'est de réaliser que vous les avez déjà dépassés. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, merci d'avoir passé ce temps avec moi.